Bon, je recommence. 28 minutes 35. Je crois que j'avais la même chose tout à l'heure. Comme j'ai voulu me brancher mon casque, j'ai arrêté l'enregistrement. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs. Enfin bref, voilà, tout le monde. Fabroche, ah ça y est, Fabroche. Il faut que je me mette bien dans la tête. Fabroche, je t'embrasse fort. Merci à la nouvelle abonnée, pardonne-moi, hein, j'ai des difficultés à retenir les noms. Oui, je l'ai noté quelque part en plus. Ouais, j'ai dû la noter quelque part. Oh, excuse-moi. Ah, et j'ai pas mis le cahier ici. Ah, évidemment, j'ai pas mon cahier ici. Ah, non, j'ai pas mon cahier ici. Je l'ai pas ici, j'ai rangé et puis, bon, bah tant pis. Oui, ben Miss Cathy ou Miss, je sais plus, hein, tu me pardonneras. Voilà, merci d'être venu sur de t'être abonné à ma chaîne et moi je me suis également abonné à la tienne. J'adore les chats, je compte bien en avoir un. Et puis je concrétise dans ma vie à me dire je vais avoir au moins un chat parce que j'ai un appartement très petit donc je peux pas en prendre deux, c'est pas possible. Et puis bon, ben un c'est déjà pas mal, hein, voilà. Non, parce que moi, je veux quand même faire un truc bien pour le chat, qui puisse jouer, tout ça. Enfin, voilà, je verrai bien. Non, je peux pas en mettre deux. Puis on n'a pas toujours les moyens de nourrir deux chats. Bon, ben, un, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Remarquez, comme il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est pas le problème. C'est la place qui me manque, voilà. Un peu question de nourrir, c'est pas un problème. On trouve toujours à manger ce qu'il faut. Pas que je prenne des excuses. Non, l'excuse, c'est l'appartement, c'est pas une excuse, l'appartement est trop petit. Voilà, il est trop petit. Si je veux que le chat soit à l'aise, il faut qu'il soit tout seul. Malheureusement, j'aurais préféré en avoir deux, parce que comme ils sont deux, ben, ils s'ennuient moins. Ils s'ennuient moins. Mais de toute façon, je suis chez moi, alors il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, je voudrais dire à une certaine personne, je ne sais pas qui s'amuse à m'appeler en privé. Non, pas en privé, que je suis con. Je sais pas qui c'est qui m'appelle en masqué, mais bon, hein, faut arrêter là, hein, voilà, faut arrêter, hein. Là, je vais trouver moyen de bloquer ce numéro, hein, parce que je sais pas qui c'est. Vous n'avez pas lieu de m'appeler en masqué déjà, parce que je peux débloquer, hein, je peux savoir, même si vous êtes en masqué, de trouver le numéro, hein. Vous inquiétez pas. Je vais me rappeler comment on fait. Hein. Déjà, il faut que je trouve le truc pour le faire. Et voilà. Donc, s'il y en a qui s'amusent à m'embêter, bon, bah écoutez, ça ira directement à la police. Hein, parce que je fais quand même une petite liste des numéros qui me font chier. Ah bah oui. Hein, voilà. Et je peux faire des photos à l'appui et tout ça. Hein, il y aura des preuves. Donc, il faut arrêter de faire joujou, là. Hein, ça commence à bien faire. Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent m'appeler, qui m'écrivent sur ma chaîne, qui me disent, voilà, on a idée de t'appeler, ou j'en sais rien, moi, hein, vous me marquez sous mes vidéos, et puis voilà, mais voilà, sinon je réponds pas. Les numéros que je connais pas, je réponds pas. Les numéros qui sont masqués, je ne réponds pas. Voilà, j'ai enlevé la boîte orale sur la boîte qui parle là sur mon téléphone là. Je l'ai bloqué parce que je ne veux pas qu'on me laisse de messages, hein, parce qu'on s'amuse à m'appeler à 8 h du matin. Ça commence à bien faire. Oui, puis c'est pas la peine pour certains, hein, que je dirais pas le nom, de prendre excuse pour dire tiens, nous donne des idées, on va le faire. C'est pas la peine. Hein, ouais. Parce que de toute façon, toute mauvaise chose qu'on peut faire se retourne toujours contre soi-même. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, j'ai bien dit ce que j'ai dit au début. Hein, la police. Ne vous inquiétez pas, comme on donne des preuves à la police, ils font ce qu'il faut, les gendarmes, la police. J'ai discuté avec eux une fois, vous inquiétez pas, ils m'ont donné des conseils, tout ça. Ils étaient charmants et tout. Oui, parce qu'on peut les appeler pour leur demander des conseils aussi. Oui. Oui, parce que j'ai eu un problème avec un voisin qui habite de l'autre côté, qui s'est égaré devant mon garage, il n'avait pas lieu. Le petit connard, là, qui a encore le lait qui sort de son nez. J'avais fait une vidéo, mais je ne pouvais pas la laisser sur YouTube, parce que sa plaque minéralogique, elle paraissait. Ah oui, c'est con. Puis comme j'avais pas les programmes, ce qu'il faut sur mon téléphone pour flouter, bah, j'ai pas pu la
l'a laissé sur YouTube, donc voilà. Mais j'ai toujours les preuves que je peux donner à la police. Hein. En plus, ce petit con, il a eu le culot de me dire de ferme ta grande gueule. Ah bah putain. Et 2 minutes avant, excusez-moi du gros mot, il a dit je vous respecte. Ah ouais. Faut arrêter de fumer, hein. Du coup, j'ai mis une chaîne. Ah bah oui, je l'ai déjà expliqué ça. J'ai mis une chaîne et j'ai le droit de mettre une chaîne. Et je peux même bloquer même plus si je veux, parce qu'il y en a qui se permettent de se mettre devant l'entrée un peu plus loin de sortie. Ils n'ont pas lieu de boucher. Hein, voilà. J'ai le droit à 4,50 m sur 4,50 m. Si on me fait chier, je vais planter un poteau et puis je vais mettre des chaînes aux endroits. Et ils n'ont rien à me dire parce que c'est la loi. C'est la loi. Je connais les lois. Donc, voilà. Je connais les lois et je sais ce que je fais. Eh bien oui. L'autre petit con. Ah ouais. L'autre, il n'a pas le droit de se garer dans la cour, mais il dit « Oh oui, on m'a pris ma place ». Mais il n'a aucune place parce qu'il n'a aucun garage là où il habite. C'est là-bas, il n'y a pas de garage. Donc, il n'a pas le droit de se garer dans la cour. Seuls ceux qui ont des garages ont le droit de se garer dans la cour. Ah, c'est clair et net et sans bavure. C'est comme ça. C'est pas autrement. Mais bon, comme t'expliques ça à un petit jeune qui fait le kéké devant sa femelle, là, qui est en estase devant lui, là, qui était contente. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref. En plus, il avait la même voiture que mon cousin. J'ai cru que c'était mon cousin. Mais non, c'était pas mon cousin. Non, comme j'ai vu que c'était pas le même numéro, j'ai dit, oh merde, c'est la même voiture, mais pas le même numéro de plaque. Ouais. J'étais furax ce jour-là. Bah, ils savent pas si on va pas me livrer des meubles dans mon garage, ou si je vais pas déménager mon garage, ou... Ils ont pas lieu de se mettre devant mon garage. C'est tout. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour les petits malins qui veulent s'amuser, arrêtez de faire joujou. Merci. Parce que si vous cherchez la merde, ça, il n'y a pas, on la trouve, la merde. Hein. Ça, il n'y a pas. Hein. Qui cherche, trouve. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre mon colis, je l'ai reçu. J'ai les nouveaux livres, hein, voilà. Donc, je suis contente. Voilà, je vais vous les présenter. Hein. Là, c'est le livre sur Marie, la mère de Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, j'ai le droit de montrer des photos, de toute façon. Ça, c'est une photo. Mon rabbi, ça, c'est une photo de ma chienne. Enfin, de la tombe de ma chienne qui était dans la serre de mon frère. Enfin, pas dans la serre, dans le jardin. Hein. Il y avait la serre. Là, pour l'instant, j'ai pas retrouvé les photos de la serre, mais je vous montrerai la serre que mon frère avait. Je sais plus s'il est encore sur le terrain, mais tout ce que je sais, il y avait cette tombe-là qu'on a faite pour Zigna. Voilà. Voilà. J'ai pas mis les autres tombes parce que les autres tombes, c'est ma famille. Donc, j'ai pas mis. Hein. Et ça n'a rien à voir. Là, c'est Gilles. Je rends hommage à Gilles, mon compagnon. Là, il était jeune et il avait les cheveux longs. Voilà. J'y rends hommage. Et YouTube, j'ai le droit de rendre hommage à qui je veux. C'est mon compagnon. J'ai le droit de faire un hommage à mon conjoint. On a eu 40 ans de vie en commune. Hein. Disons... 38 ans, je suis parti 4 ans. C'est pas grave. Les affaires, les histoires qu'il y a eu dans... Bon, je vous ai déjà raconté toute ma vie, de toute façon, dans les autres vidéos. C'est pas grave. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout dit. Alors. Donc, j'ai promis que j'allais parler de Marie. Donc, on y va. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Évangile selon Luc 30-33. Qui donc est parent, la mère et l'enfant? Alors, Avadana. A-V-A-D-A-N-A-S. Conte et apologue indien. Jésus est la figure la plus lumineuse de l'histoire. Si personne n'ignore aujourd'hui qu'il était juif, bah évidemment qu'il était juif, personne en revanche ne sait que sa mère Marie l'était aussi. Alors, il faut vraiment être bête pour pas comprendre ça, parce que, excusez-moi, je traite personne de bête, hein, mais Jésus, il était un grand rabbin, il était juif, il avait le droit de se marier et d'avoir des enfants,
Et sa mère était forcément juive. Parce qu'ils ne se mélangeaient pas avec les païens. Hein. Bon, c'est quand même pas dur à comprendre. Si on connaît la loi de Yahweh, la loi de la Torah, c'est écrit hein, dedans. C'est écrit, il y a juste à lire et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Bon, voilà. Alors, on ignore aujourd'hui qu'il est juif. Personne, en revanche, ne sait que sa mère, Marie, l'était aussi. Faut être bête, c'est tout. Faut être bête. C'est limpide comme de l'eau claire. Enfin bref. David Ben Gourion. Avertissement. Les historiens considèrent désormais que la naissance possible de Jésus daterait de l'an 4. Ça, c'est une grande vérité. Soit 4 années avant le début du calendrier officiel de l'ère chrétienne, l'erreur est imputée à un moine du XIe siècle. Il n'y a pas seulement, je vais vous expliquer tout. Je vais vous expliquer tout. Il se trouve que, du temps d'Enoch, le calendrier était sous le soleil et non sous la lune. Maintenant, on est sous la lune. Le calendrier lunaire. On n'est plus sur le calendrier solaire. Voilà. Donc, ça a décalé. Ça a tout décalé. Voilà. Ça, c'est déjà ça, déjà. Et c'est une grande vérité que Jésus, et il n'avait pas 33 ans comme ils l'ont crucifié, il devait avoir dans les 39 ou 40, enfin bref. C'était moins 4 avant. Il faut rajouter, hein, faut rajouter. On dit moins 4 parce qu'à l'époque, on disait moins 4, et puis après, on avançait moins, voilà, jusqu'à ce que on ait dépassé les 2000, voilà. C'est une grande vérité. Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, pour le calendrier et tout ça. Il faut lire le livre d'Enoch, et puis vous saurez la vérité sur les vraies dates et tout ça. Alors, c'est pas pour rien que c'était le livre préféré de Jésus, hein, le livre d'Enoch. Il faisait partie de la Bible, hein, de la Torah. Bah oui, parce que Enoch était un grand prophète qui a prophétisé au moins 3000 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Il a prophétisé la venue de Jésus. Hein. Voilà. Il faut que ce soit dit aussi. Bah, et puis en même temps, comme j'ai des nouveaux abonnés, bon, bah, je le dis, hein, je redis. Alors, les historiens considèrent désormais que l'année... Oui, bah ça j'ai déjà fait, excusez-moi. Je bug. Alors, prologue. Il faisait nuit, les portes et les volets du village étaient clos, les bruits du jour absorbés par l'obscurité. Ouais, c'est écrit en gros, mais j'ai l'habitude de prendre la loupe, alors c'est un livre exprès pour ceux qui sont malvoyants. Ouais. J'ai même pas fait attention que c'était écrit en gros comme j'ai commandé le livre. Je vous mens pas. C'est assez gros. Ah ouais, la lampe, ça fait trop de lumière. C'est assez gros quand même. Hein. Il y a déjà 11 minutes. Oh la vache. Alors, il faisait nuit, les portes et les volets du village étaient clos, les bruits du jour absorbés par l'obscurité. Sur son tabouret rembourré d'un peu de laine, Joachim, le charpentier, le poing serré sur des ronces enveloppées dans un chiffon, polissait des pièces de bois aux nervures délicates, qu'il déposait avec précaution, une fois achevées, dans un panier. Ses gestes étaient ceux de l'habitude alourdie par la fatigue et le sommeil. Parfois, il s'immobilisait, ses paupières se fermaient, son menton s'affaissait. De l'autre côté du foyer, Anna, son épouse, le visage rosé par les braises mourante, coula vers lui un regard tendre. Un sourire plissa ses joues. Elle cligna de l'œil vers sa fille Myriam, c'est comme ça qu'on dit, ou Myriam, M-I-R-Y-E-M, qui lui tendait un écheveau de laine. L'enfant répondit à sa mère, d'une grimace comme complice. Puis, de nouveau, les doigts agiles d'Anna tirèrent les brins de laine. Les entremêlant et les torsadant si régulièrement qu'ils ne formaient plus qu'un seul fil. Des braillements les firent sursauter, là dehors tout près. Joachim se redressa, la nuque tendue, les épaules raides, sans plus trace de sommeil. Ils entendirent d'autres cris, reconnurent des voix plus aiguës que des cris cliquetis de métal, et les rires qui jaillirent soudain incongrus. Une plainte de femme s'éleva, s'acheva en sanglots. Myriam, M-I-R-Y-E-M, scruta le visage de sa mère, Anna,
et les doigts noués sur la laine, se tourna vers Joachim. La mère et la fille le regardèrent déposer dans le panier la pièce de bois qu'il travaillait. Encore un geste précis, soigneux. Par-dessus, il jeta la poignée des ronces enveloppées de chiffon. À l'extérieur, les hurlements enflèrent plus violents. Toute la ruelle du village s'agitait. Des insultes fusaient, clairement compréhensibles, franchissant les portes et les murs. Anna rangea son ouvrage dans le tissu déployé sur ses cuisses et ordonna tout bas à Myriam, « Monte !» Sans attendre, elle retira les chevaux des bras tendus de la fillette. La voix plus dure, elle répéta « Monte, dépêche-toi !» Myriam s'écarta de la cheminée et recula jusqu'à la tenture qui masquait la cage d'escalier noyée d'ombre. Le rideau repoussé, elle s'arrêta, incapable de détacher les yeux de son père. Joachim était debout, s'avançant vers la porte. Lui aussi s'immobilisa. La barre était glissée en travers de grands ventailles, et de l'unique volet il l'avait placée lui-même. Elle était bien bloquée. Il le savait comme il savait qu'elle était inutile, elle ne les protégerait pas de ceux qui approchaient. Les portes et les volets, il s'en moquait. Les gueulements maintenant résonnaient plus près entre les murs des réserves, des resserres et des ateliers. Ouvrez, ouvrez, ordre d'Hérode, votre roi. Des mots prononcés au mauvais latin et répétés en mauvais hébreu. Des voix en accent, une manière de brailler qu'ici on considérait comme une langue étrangère. C'était ainsi chaque fois que les mercenaires d'Hérode venaient semer la terreur et le malheur dans le village. Ils arrivaient de préférence la nuit sans que l'on sache jamais pourquoi. Parfois, ils s'éternisaient dans Nazareth des jours durant. En été, ils campaient à la sortie du village. En hiver, ils jetaient des familles hors de leur massure et s'installaient au gré de leurs caprices. Oh bah, rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est ce qu'ils font toujours, hein. Même à notre époque. Hein. Ouais. Hein. Ouais. Les vrais juifs, là, hein, les Israélites, les vrais, hein, enfin bref, hein, Palestiniens. Ils jetaient des familles hors de leur massure et s'installaient au gré de leurs caprices. Ils ne s'en allaient qu'après avoir volé, brûlé, détruit et tué, comme d'habitude. Ils prenaient leur temps, se plaisaient à contempler l'effet du mal et de la souffrance qu'ils engendraient. Parfois, ils traînaient des prisonniers derrière eux, des hommes, des femmes, même des enfants. On les revoyait rarement, mais il fallait du temps avant qu'on les tienne pour morts. Ah, mon câble qui est mort, ah oui. Ben, il a pété de où? Merde. Oui, il y a un des côtés qui a... C'est ce côté-là qui a dû péter ou l'autre. Ouais, on voit bien celui-là, il est pété, voilà, il est pété dedans. Voilà. Allez, il est mort. Alors, quelquefois, le mercenaire laissait le village en paix pendant des mois, une saison entière. Les plus jeunes, les plus insouciants, oubliaient presque leur existence. À présent, les cris cernaient la maison. Myriam entendit le raclement des semelles sur le dallage de pierre. Joachim devina le regard de sa fille qui pesait dans son dos. Il se retourna chercher sa silhouette dans l'ombre. Il ne se montra pas, fâché de la trouver encore là, mais agita la main de manière presque pressante. « Monte vite, Myriam ou Myriam. » Je ne sais pas comment on doit le prononcer. « Sois prudente. » Bah, il parle à la future Marie. Marie, mère de Jésus. Il lui fit une grimace, peut-être un sourire. Myriam vit sa mère qui pressait les mains devant sa bouche et la regardait avec effroi. Cette fois, elle se détonna pour de bon et se lança dans l'escalier dans l'obscurité. Elle frôla le mur pour se guider sans prendre la peine d'éviter les marches. Grinçantes, les soldats brayaient tant qu'ils ne risquaient pas de l'entendre. Les coups portés étaient si violents que le mur trembla sous la main de Myriam à l'instant où elle poussa la porte qui conduisait à la terrasse. D'ici, le tumulte des cris, des ordres, des plaintes se perdait dans la nuit. En bas, dans la salle commune, la voix de Joachim semblait étonnamment calme, tandis qu'il retirait la barre de la porte et laissait celle-ci pivoter sur ses gonds. Oui, bah évidemment, c'est un roman, mais en même temps, ça écrit la vraie histoire qui s'est passée. Hein, voilà. C'est romancé. Les torches des soldats formaient un onde rouge
Dans l'obscurité, le cœur battant, Myriam résista au désir de s'approcher de la murette pour contempler le spectacle. Elle le devinait sans peine. Les cris résonnaient dans la maison sous ses pieds. Elle percevait les protestations de son père, les gémissements de sa mère, que les aboiements des mercenaires enjoignaient de se taire. Elle courut vers l'autre extrémité de la longue terrasse en surplomb de l'atelier, évitant le fracas qui l'encombrait. Des paniers, des sacs de vieux bois, de sciure, des briques mal cuites, des jarrets, des jarres, des bûches et des pots de mouton. Tout ce que son père venait y déposer pour manque de place dans la resserre. Dans un angle d'énormes rondins à peine équarris était entassé dans un désordre qui menaçait de s'écrouler. Cependant, tout ce bric-à-brac n'était que tromperie. La cage réalisée par Joachim pour sa fille était sans doute le plus beau et le plus astucieux de tous les ouvrages. La cache réalisée par Joachim pour sa fille était sans doute le plus beau et le plus astucieux de tous les ouvrages de charpente qu'il avait fabriqués dans sa vie. Entre les rondins entassés si lourds qu'il fallait au moins 2 hommes pour les soulever, étaient coincés çà et là de fines planchettes. On aurait pu croire que les troncs glissaient les uns sur les autres, les avaient bloqués au hasard de leur poids. C'est quoi que je fais tomber là? Ah oui. Il reste combien de temps? Ah, il me reste encore 7 minutes. Où c'est que c'est de leur poids? Merde. Merde. Je suis perdu alors déjà. Ah. Pourtant, l'extrémité du tête suffisait de pousser l'une de ces planchettes de caroubier pour ouvrir une trappe, se confondant avec les éclats naturels du bois. Les coups de gouge et l'usure des intempéries se battant demeuraient parfaitement invisibles. Derrière savamment creusé dans l'amoncellement des rondins, fixés en cheville avec art, apparaissait une tanière assez grande pour qu'un adulte puisse s'y tenir allongé. Seule Myriam, sa mère et Joachim connaissaient son existence. Ni amis, ni voisins, ils ne pouvaient courir ce risque. Les mercenaires qu'Hérode savait faire avouer aux hommes et aux femmes ce qu'ils croyaient pouvoir taire à jamais. La main sur la planchette, Myriam allait actionner le mécanisme quand elle s'immobilisa. Malgré le vacarme effroyable qui croissait dans la rue et dans la maison, elle eut la sensation d'une présence toute proche. Elle tourna vivement la tête, l'ombre claire d'un tissu chatoyant, puis s'éteignit. Elle fouilla du regard l'ombre derrière les tonneaux de saumure, où macéraient des olives, consciente qu'elle ne pourrait demeurer ainsi longtemps. « Qui est là ?» chuchota-t-elle. Pas de réponse. D'en bas provenait la voix sourde de Joachim qui affirmait en réponse aux vociférations d'un soldat que non, qu'il n'y avait jamais eu de garçon dans cette maison. Dieu Tout-Puissant ne lui en avait pas donné. « Ne mens pas, gueulait le mercenaire, avec un accent qui entrechoquait les syllabes. Il y a toujours des garçons chez les Juifs. Bah non. Myriam se dépêcha. Il allait monter avant. Avait-elle réellement vu quelque chose ou était-ce son imagination? Retenant son souffle, elle avança et buta contre lui. Il bondit tel un chat à l'attaque. Un garçon grand et maigre pour ce qu'elle en devinait à la faible lueur des torches de la rue, des yeux brillants, un visage à la peau tendue sur les os. « Qui es-tu » murmura-t-elle, stupéfaite. S'il avait peur, il n'en montra rien. Il agrippa Myriam par la manche de sa tunique et sans un mot l'entraîna dans l'épaisseur de l'obscurité. La tunique craqua. Myriam finit par s'accrocher près du garçon. Finit par s'accroupir près du garçon. « Idiote, tu vas me faire repérer. » Une voix sèche et grave. « Lâche-moi, tu me fais mal. »« Crétine » gronda-t-il encore. Ça existait déjà à l'époque, ce mot-là. Mais il relâcha son bras en se recognant contre la murette. Myriam se redressa à demi et s'écarta s'il pensait pouvoir échapper aux soldats en se cachant. Ici, il était aussi stupide que brutal. « C'est toi qui cherches » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. C'était inutile. « À cause de toi, ils détruisent tout » dit-elle encore. Voilà. Cette fois, ce n'était pas une question, cependant, il n'ouvrit pas la bouche. Myriam jeta un coup d'œil par-dessus les barriques, il allait venir. Le trouver, les mercenaires n'écouteraient rien. Il croirait que ses parents avaient voulu cacher cet idiot. Ils seraient tous perdus. Elle voyait déjà les soldats d'Hérode battre sa mère et son père. Si tu t'imagines qu'ils ne te trouveront pas, là derrière, tu vas tous nous faire prendre. Tais-toi. File d'ici, bon sang.
Ce n'était pas le moment de discuter. Ne sois pas si bête, vite, on a juste le temps avant qu'il arrive. Elle espéra qu'il ne serait pas trop têtu. Sans l'attendre, elle bondit vers le tas de rondas. Bien sûr, il ne la suivit pas. Elle regarda vers la porte de la terrasse en bas. Les protestations de sa mère se mêlaient au vacarme d'objets brisés. « Dépêche-toi, je t'en supplie. » Déjà, elle avait poussé la planchette et tiré la frappe de la cage. Il avait enfin compris et se tenait derrière elle, encore enclin à discuter. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu crois? Entre là-dedans, ce sera assez grand. Mets-toi. » Sans répondre, elle le poussa de toutes ses forces dans la cachette avec une certaine satisfaction. Elle l'entendit se cogner la tête et grommeler. Puis elle rabattit la trappe en prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle bascula la planchette, bloquant ainsi le mécanisme qui permettait d'ouvrir de l'intérieur. Comme ça, on ne courra pas de risque à cause de lui. Elle ne le connaissait pas, ignorait jusqu'à son nom, mais elle n'avait nul besoin d'en savoir davantage pour deviner qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Elle s'accroupit derrière les barriques à l'instant où les mercenaires levaient une torche sur la terrasse. Il reste juste 2 minutes. Ils poussaient Joachim devant eux. 4 soldats, le glaive au poing, la poitrine recouverte de cuir. Les plumets de leurs casques frémissaient à chacun de leurs mouvements. Ils agissaient leurs flambeaux pour mieux discerner le fracas qui recouvrait le lieu. Du pommeau de son glaive, l'un d'eux frappa Joachim dans le dos, l'obligeant à se courber. Un geste inutile, plus humiliant que douloureux. Mais les mercenaires aimaient à se montrer cruels. Oh bah comme d'habitude. Leur chef s'exclama dans un mauvais hébreu. Un bon endroit pour se cacher, ça facile. Surpris, Joachim ne protesta pas et parut embarrassé. Le décurion scrutait sa réaction. Il se mit à rire. Oui, bien sûr, quelqu'un se cache ici. Bah évidemment, la bonne cachette. Il aboya des ordres, ses sbires entreprirent de tout fouiller, de tout renverser, alors Joachim, une fois de plus, assurait que personne ne se cachait là. L'officier riait, répétait « Si quelqu'un est entré chez toi, tu mens, mais pour un juif, tu mens mal. » Un double cri retentit, celui de surprise du soldat et celui de douleur de Myriam, qu'elle poigne agrippait par les cheveux. Joachim cria à son tour, voulut avancer pour protéger sa fille. L'officier saisit sa nuque et le tira en arrière. « C'est ma fille, protesta Joachim, ma fille Myriam. » Ça doit se prononcer comme ça, hein. M-I-R-Y-E-M, ça doit se prononcer comme ça, ou Myriam. Écoutez, les torches éclairèrent Myriam au point de l'éblouir. Son menton tremblait de peur. Tous les regards pesaient sur elle, y compris celui de son père. Furieux qu'elle ne soit pas dans la cachette, elle serra les mâchoires, repoussa la main qui la maintenait par la chevelure. À son étonnement, l'homme dénoua ses doigts avec une certaine douceur. « C'est ma fille, supplia encore Joachim. « Tais-toi, hurla l'officier. » À Myriam, il demanda « Qu'est-ce que tu faisais là ?»« Je me cachais. » La voix de Myriam tremblait plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Sa peur plut à l'officier. Bon, bah voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Hein. Ça va pas tarder à s'arrêter. Hein. Voilà. La suite au prochain épisode.